Bonjour toutes et à tous. Euh, je crois qu'on est tous prêts pour commencer le webinar. Je voudrais juste souhaiter la bienvenue à tous les participants actuels. Euh, dans ce webinaire, on va couvrir le thème de que signifie le leadership climatique pour les entreprises françaises et spécifiquement pour adresser le défi du changement climatique de 2 degrés. Je vais commencer par présenter un peu notre organisation Carbon Trust pour ceux qui nous connaissent pas trop. Et puis, mon collègue et moi, nous allons expliquer différents aspects du leadership et nous allons laisser du temps à la fin du webinaire, à peu près 15 minutes, pour des questions. Vous êtes libre de poser des questions pendant que nous faisons la présentation. Vous êtes bienvenus de poser quelconque question technique, etc. Et puis, on verra ça à la fin de la présentation et on essaierait de tous les répondre. S'il y a quelques questions qu'on ne puisse pas répondre, bien sûr, on pourra aussi vous contacter ou nous mettre en contact après ce webinaire. Donc, je commence me présenter moi-même. Je m'appelle Alan Smith Gillespie. Je suis un directeur associé du Carbon Trust et je suis ici avec ma collègue Juliana Meng. Quelques mots en premier sur le Carbon Trust. Nous sommes une organisation avec la mission d'accélérer la transition vers une économie durable et de bas carbone. Nous avons été formés il y a à peu près plus de 15 ans, en 2001. Et depuis, nous travaillons avec des entreprises et des organisations publiques à travers le monde. Et nos employés sont aussi dans plusieurs pays. Nous avons plus de 180 employés et nous comprenons des collègues de background technique et aussi qui ont d'expertise en gestion de commerce, gestion commerciale dans le sujet de la sustainability et du changement climatique. Nous travaillons avec des entreprises à travers plusieurs secteurs. Donc ça, c'est juste une sélection d'entreprises avec qui nous avons travaillé récemment. Dans la présentation que nous allons faire, on vous donnera aussi quelques petites études de cas. Nous allons utiliser justement l'expérience qu'on a en travaillant avec ces organisations pour communiquer les points importants de ce que signifie le leadership climatique en ce moment. Je vais vous passer maintenant à ma collègue Juliana, qui va vous expliquer un petit peu plus le contexte de pourquoi il est important de participer dans cette transition climatique et énergétique et quel est le rôle que peuvent prendre les organisations et en particulier les entreprises françaises. Donc, à toi, Juliana. Bonjour à tous. Pour comprendre un peu pourquoi les entreprises doivent être leaders dans la lutte contre le changement climatique, ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est des graphiques suivant la publication récente des écarts d'émissions du programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, c'est un rapport qui est paru en 2017. Et donc, ce qu'on regarde ici, c'est que malgré les accords de Paris de 2015, même si tous les gouvernements se sont rassemblés et ont enfin signé, se sont rassemblés autour d'une ambition commune, dans la réalité, l'histoire est un peu différente. Donc, d'après ce modèle récent, qui inclut des prévisions jusqu'à 2030, même si, en fait, ce qu'on voit ici, c'est que tous les INDC, donc c'est les International Determinant
contributions sont adoptées par les pays. La courbe nous indique que ce n'est toujours pas, donc la trajectoire actuelle n'est toujours pas pour atteindre les 2 degrés de réduction. Donc en réalité, même les Nations Unies prévoiraient une augmentation de la température à 2,9 voire 3,4 degrés. Donc, si on prend en considération tous les challenges donc d'augmentation de la population qui pourrait atteindre 11 milliards de personnes d'ici la fin de ce siècle, et avec aussi 3 milliards de personnes qui entreraient dans la classe moyenne d'ici 2030, on voit que les risques sont très importants. Donc, mais en fait, également dans ce rapport, ce qui est dit, c'est que on pourrait également, avec une vision optimistique, atteindre ces 2 degrés avec 66% de chance dans le cas où tous les pays réaliser leurs objectifs. Donc, dans ce cas-là, en dehors des gouvernements, il est aussi important que les entreprises participent et travaillent à l'atteinte de ces targets. Donc, comment les entreprises s'engagent aujourd'hui? Aux États-Unis, on a vu que le gouvernement s'était retiré de l'accord de Paris, mais donc à travers cette coalition We Are Still In, il y a 1700 entreprises qui se sont engagées et qui ont la conviction de honorer les accords de Paris. Donc les entreprises qui ont notamment rejoint cette coalition sont Apple, Google, Tesla, eBay. Donc, c'est des grandes entreprises internationales. Et donc, ces entreprises soutiennent des initiatives comme le Science Based Targets, le RE100 et le EP100 qui sont des outils permettant aux entreprises d'agir dans leurs activités. Donc, dans ce contexte, on va aussi essayer de situer la France. Dans le Climate Change Performance Index, la France se place 15e. Elle se place 15e notamment grâce à sa performance dans la catégorie politique. Donc, les experts internationaux ont surtout noté les efforts de la France sur le plan de la diplomatie internationale. Cependant, malgré les importants efforts sur le plan diplomatique, il est noté que les implémentations de projets au niveau national ne sont pas suffisants. Donc, la France risque notamment de ne pas atteindre ses objectifs de 23% d'énergie renouvelable dans la consommation du pays. En réalité, elle pourrait ne s'élever qu'à 17%. Et donc, la France serait encore loin d'atteindre l'objectif des 2 degrés de réduction signés dans les accords de Paris. Juste pour préciser, il n'y a personne dans le top 3 dans ce tableau, car le rapport a jugé qu'aucun pays ne faisait assez d'efforts pour lutter efficacement contre le changement climatique. Donc, pour regarder une des initiatives et placer également la France, donc elle est 4e en nombre d'entreprises engagées dans l'initiative Science Based Targets. Il y a aujourd'hui 8 entreprises qui ont fixé leur objectif à l'initiative Science Based Target. Je reviendrai plus tard un peu dans le détail de ce qui est le Science Based Target, mais aujourd'hui, il y a 8 entreprises qui ont signé, qui ont leur objectif validé, et donc 22 entreprises qui se sont engagées. Alors, comment les entreprises peuvent mener la lutte contre les changements climatiques? Nous pensons qu'il y a 2 choses. Donc, il y a aussi l'adoption d'une vision long terme, mais aussi des actions immédiates à déterminer. Et donc, pour regarder ces 2 éléments et les combiner, nous regardons ce cercle circulaire de changement continu, notamment d'abord les gestions des risques et des opportunités. Donc, les entreprises doivent bien comprendre
ces risques et ces opportunités en termes de ressources, en termes de technologie, en termes de changement des consommateurs. Et en identifiant ces éléments, ils pourront les inclure dans leur développement stratégique. Ensuite, la seconde chose est de fixer les objectifs long terme qui permettront à l'entreprise d'être conforme au niveau des besoins sociaux, mais également aussi se positionner et avoir un avantage compétitif par rapport peut-être aux autres entreprises. Également, elle doit améliorer, travailler sur la durabilité de la chaîne de valeur. Donc, ce serait améliorer l'efficacité opérationnelle et énergétique de l'entreprise et par exemple par des actions court terme qui permettraient de réaliser des économies, mais également un travail de long terme avec les partenaires et les collaborateurs de la chaîne de la valeur. Et enfin, c'est de considérer les innovations technologiques, donc de les prendre en compte dans la construction de leur modèle d'entreprise. Et donc, ce que nous cherchons aujourd'hui à faire dans cette présentation, c'est aussi de présenter les outils dans ces différents cadres qui permettraient aux entreprises de contribuer dans ces enjeux climatiques. Donc, pour commencer, je vais parler des gestions des risques et des opportunités. Donc, les recommandations du TCFD, qui est le Task Force for Climate-Related Financial Disclosures, c'est une initiative récente, une des plus importantes peut-être qui a été développée ces dernières années. Et donc, c'est un modèle qui permet aux entreprises d'adopter une approche par scénario pour comprendre les impacts des enjeux climatiques sur leur entreprise et donc à travers l'identification de ces risques et des opportunités d'évaluer leur impact réel financier et donc de construire un langage commun pour les entreprises pour que les investisseurs puissent évaluer la performance de l'entreprise. Donc, au lieu d'avoir un rapport de développement durable distinct, comme c'était le cas jusqu'à présent, ce serait d'utiliser ces éléments et les inclure directement dans le rapport financier. Au Carbon Trust, on a établi des étapes d'implémentation des recommandations du TCFD. Et notamment, nous travaillons avec les entreprises du Fortune 100 et du FTSE 100 pour soutenir leur l'implémentation de ces recommandations. Donc, il y a 5 étapes dans cette implémentation. La première, ce sont les ateliers d'introduction. Donc, en fonction des échanges des investisseurs et des bonnes pratiques aujourd'hui établies dans l'industrie, nous effectuons une évaluation de la pertinence des recommandations du TCFD et évaluons comment elles pourraient être implantées dans l'entreprise. Ensuite, le gap analysis. Donc, c'est l'identification des améliorations internes et ensuite de développer une feuille de route pour assurer la progression et suivant les étapes établies. Ensuite, la troisième étape, c'est l'identification des risques et des opportunités. Donc là, c'est de définir les facteurs clés d'impact et de supporter les entreprises dans leur première phase de reporting, donc d'inclure ces informations dans le rapport financier et de les aider dans la publication de ces rapports. Donc après, à la suite de cela, on va analyser les scénarios. Donc, on va quantifier les impacts et qui va aboutir à l'élaboration d'un modèle d'entreprise suivant les impacts évalués. Enfin, en termes de stratégie climatique, c'est la dernière étape. Donc, ce serait justement intégrer toutes ces recommandations dans la stratégie de l'entreprise pour établir un avantage concurrentiel et une stratégie qui s'inscrivent durablement. Donc aussi également pour ces recommandations, donc au sein de Carbon Trust, on a développé un guide pour la mise en œuvre et cela est téléchargeable sur le lien que vous pouvez voir sur cette slide.
Et j'ajouterais simplement qu'on peut vous donner les slides après la présentation aussi, donc vous pourrez recevoir tous ces liens et ces informations. Oui, exactement. Donc, après que les entreprises ont identifié la gestion, les risques et les opportunités et réfléchi à comment les intégrer dans leur stratégie long terme, donc ce serait de aussi réfléchir aux objectifs de réduction. Donc maintenant, je vais vous présenter un autre outil qui a été développé ces dernières années et donc dans laquelle les entreprises peuvent participer. Donc, c'est justement le Census Target dont je parlais précédemment. Donc, c'est l'initiative qui a été rejointe par plus de 370 entreprises aujourd'hui, donc sur tous les secteurs et dans le monde entier. Donc, on peut voir ici sur ce graphique l'engagement par pays. Je pense oui, là, donc en fait, ça, c'est celui de mars 2018. Donc, comme je disais, maintenant, il y a 8 entreprises en France et 20, qui ont leur objectif validé et 22 qui se sont engagées. Et donc, dans les réponses au CDP relatif à la chaîne de valeur, il y a 20% qui indiquent que leurs objectifs de réduction sont conformes aux données scientifiques et 21% qui prévoient de fixer des objectifs conformes dans les 2 prochaines années. Donc, en termes de l'initiative Science-Based Target, un peu sur l'initiative en elle-même. Donc, c'est un projet commun du CDP, du Global Compact des Nations Unies, du World Resources Institute et du World Wide Fund. Donc, c'est une méthodologie où il y a un processus d'engagement d'abord. Donc, les entreprises vont d'abord publiquement s'engager à déterminer des cibles en cohérence avec les recommandations scientifiques. Et ensuite, il y aura un processus de validation. Donc, il va falloir sélectionner la méthodologie qui va s'appliquer pour ces cibles de réduction et ensuite de définir le périmètre. Donc, une des méthodologies qui est préconisée, donc c'est le Sector Decarbonization Approach. Et donc, c'est une méthodologie qui repose sur la définition d'un budget carbone spécifique à un secteur économique. Donc, il y a un guide pratique sur le site de l'initiative Science Target qui donne en détail toutes les méthodologies qui peuvent être utilisées. Et aussi, il y a une chose importante à noter, c'est que pour les émissions de scope 3, si ceci représente plus de 40% de l'ensemble des émissions des gaz à effet de serre, par rapport au scope 1, 2, 3, ils devront être pris en compte dans la définition de ces objectifs. Donc, comment calculer les objectifs correspondant aux exigences de l'ASBT? Donc, globalement, l'idée, c'est d'abord d'évaluer le budget carbone total. Donc, combien il y a d'émissions carbone disponibles pour l'ensemble des entreprises et sur la planète. Et ensuite, c'est de calculer le budget carbone de l'entreprise. Donc, par rapport, par exemple, au secteur, quelle est la part de l'entreprise dans ce secteur. Et finalement, de calculer donc, les émissions carbone de l'entreprise et de comparer cela à sa propre part et de voir si justement on émet trop d'émissions. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est surtout les 2 degrés. Mais comme on l'a vu au début, avec la publication des Nations Unies, les 2 degrés pourraient ne pas être suffisants. Donc, on pense qu'il est important aussi de s'engager sur un objectif plus ambitieux, qui est de 1,5 degré. Donc, cela correspondrait mieux aux enjeux environnementaux actuels. Et il y a des entreprises qui se sont justement déjà engagées sur ces objectifs plus ambitieux, comme British Telecom, Carlsberg et Tesco. Et nous avons également publié un rapport sur comment on pourrait
justement définir des objectifs plus ambitieux et qui répondraient donc aux accords de Paris. Maintenant, je vais passer la parole à nouveau à mon collègue qui va vous parler des deux autres éléments de ce cercle vertueux. Merci Juliana. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est l'importance de deux initiatives, donc le TCFD et le SBTI. Ils représentent justement l'attention que prête à l'agenda climatique la communauté des investisseurs et aussi la communauté de business à travers le monde. Comme le disait Juliana, un des éléments de TCFD et du SBTI, c'est de comprendre quels sont les risques et les opportunités, non seulement dans l'enceinte de l'entreprise, mais aussi dans la chaîne de valeur, donc en amont, dans la chaîne d'approvisionnement, mais aussi en aval, dans la manière où les clients des entreprises, les consommateurs utilisent les produits qui sont vendus. Donc, dans le quatrième cadre qu'on voudrait vous expliquer de ce cercle de changement continu, c'est celle de la durabilité de la chaîne de valeur. La première chose à comprendre, c'est que c'est l'importance de comprendre quel est le scope 3 des émissions de carbone. Donc, dans l'enceinte de l'entreprise, comme vous le savez peut-être déjà, c'est le scope 1 et 2. Là, le challenge, c'est de bien comprendre quelles sont les émissions carbone scope 3 en amont et en aval, et de comprendre comment une entreprise peut les réduire. Ce graphique représente des statistiques que nous avons recherchées à travers le travail qu'on a fait avec les entreprises et d'autres projets de recherche. Donc, pour les différents secteurs, la quantification des émissions typiques de carbone à travers toute la chaîne de valeur. Donc, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de variabilité entre les différents secteurs. Il y en a où la chaîne d'approvisionnement représente la plupart des émissions de carbone. Et il y en a d'autres aussi où c'est les émissions en aval qui représentent la plus grande proportion de la totalité. Ce que vous voyez au milieu, donc en bleu clair, c'est les émissions Scope 1 et 2 d'une entreprise typique dans ces secteurs. Bien sûr, il y a beaucoup de variabilité dans les secteurs mêmes, ça dépend beaucoup des conditions des entreprises et du contexte de l'entreprise. Donc, la question est comment mesurer ça et comment faire des réductions. Et en pensant à ce sujet, il y a plusieurs défis que rencontrent les entreprises avec qui nous travaillons. Le premier défi, c'est celui de mesurer et de faire le reportage des réductions. Donc, c'est assez complexe et nous allons voir dans quelques moments des méthodologies pour pouvoir bien mesurer ça. Il y a des questions de disponibilité des données, des certitudes ou d'incertitudes de la fiabilité de ces données. Et aussi de bien comprendre quels sont les périmètres de measurement, de mesure. Donc, quels sont les Tier 1, les Supplier Tier 1, Tier 2, etc. Et où approfondir la recherche et où il est peut-être besoin de moins faire des recherches en approfondi pour mesurer les émissions. Le deuxième défi, c'est celui de développer des cibles. Comme ma collègue Juliana l'a expliqué, pour l'initiative SBT, quand les émissions de carbone Scope 3 sont plus de 40% de la totalité des scopes, des émissions de Scope 1 à 3, il est nécessaire d'introduire et de créer des cibles ambitieuses pour la réduction des émissions Scope 3.
Et plusieurs fois, beaucoup de fois, ça pose un problème assez grand. Beaucoup de compagnies ne comprennent pas en entrant dans cette initiative que c'est un élément très important. Beaucoup de fois, ils ne connaissent pas peut-être quelles sont les émissions de carbone du scope 3. Donc, ça, c'est déjà un défi de comprendre quelles sont les catégories et bien sûr, de quel est le degré d'influence qu'une organisation, qu'une compagnie peut exercer pour réduire ses émissions de carbone. Et nous allons dans quelques instants aussi voir des stratégies que peuvent prendre les compagnies pour faire ce genre de réduction. Donc la première question, c'est celui de la méthodologie pour analyser les émissions de carbone. Il y a deux méthodologies importantes et il faut comprendre bien quand et comment les utiliser. Donc la première méthodologie c'est celle de l'analyse de cycle de vie et c'est une méthodologie qui calcule les émissions de carbone à base de les volumes actuels de produits, de matériaux utilisés dans la production, par exemple, ou dans la chaîne d'approvisionnement et dans les produits qui sont créés, qui sont manufacturés. Ça demande un niveau d'analyse très approfondi et donc qui peut être très complexe et très cher. Mais ça donne les résultats les plus précis pour bien comprendre ça. Nous avons travaillé avec des organisations qui ont déjà fait cette quantification d'émissions de carbone à niveau de leurs produits. Et beaucoup de fois, ça pose déjà des avantages parce qu'ils ont déjà une bonne connaissance et une certaine extrapolation peut se faire à ce niveau aussi. Mais beaucoup de fois, on travaille avec des organisations qui n'ont jamais fait une analyse approfondie de leur chaîne de valeur, donc en amont, en aval. Et donc, ce qu'on recommande la plupart des fois, c'est de commencer avec la deuxième méthodologie sur la droite, qui est celle de EEIO. Donc, ça veut dire en anglais Environmentally Extended Input Output. Et ça, c'est une méthodologie qui prend les caractéristiques économiques des produits, des matériaux qui sont achetés et utilisés dans la production par les compagnies. Ça pose donc les avantages, c'est c'est une méthodologie beaucoup plus facile qui peut être utilisée pour la totalité de la production d'une compagnie, la totalité de leur chaîne d'approvisionnement et aussi des produits qu'ils vendent et donc les émissions en aval de l'organisation. Mais le désavantage, c'est que c'est beaucoup moins précis. Donc, il y a vraiment un balance qui doit être fait entre les deux. Et ce que nous recommandons, c'est pour une compagnie qui n'a jamais fait cet exercice, de commencer avec la méthodologie de droite, EIO, pour comprendre les catégories importantes d'émissions Scope 3. Donc, c'est-à-dire, je retourne à la page d'avant, donc toutes les catégories ici. Et la méthodologie EEIO permet de quantifier ça à un niveau assez haut et de comprendre aussi, non seulement ça peut se faire au niveau de catégorie, mais aussi au niveau, par exemple, de supplier. Et c'est fait en base, pour la méthodologie EEIO, c'est fait en base des prix qu'une organisation paye pour l'achat de produits. Donc, ça utilise déjà le genre d'informations que devrait déjà être présent dans les systèmes d'une compagnie. Ayant fait cet exercice, utilisant la méthodologie de droite, une organisation peut déjà identifier quelles sont les catégories majeures ou bien même les suppliers qui ont la plus grande contribution aux émissions Scope 3. Et ayant établi cela, faire une analyse beaucoup plus approfondie sur ces catégories, utilisant la méthodologie de gauche, donc celle de cycle de vie. Donc, deux méthodologies importantes, il faut bien savoir quand et comment les utiliser. Passons maintenant aux stratégies de réduction des émissions Scope 3. Donc, ayant déjà établi
où sont les émissions, de quelle catégorie viennent ces émissions de carbone, de quel, peut-être même de quel producteur, de quel supplier viennent ces émissions. Une organisation passe après à la décision de comment faire ces réductions. Donc la manière dont on voit cela, c'est il y a deux faces importantes. L'une, deux thèmes d'action importants. L'une, c'est de faire un engagement avec la chaîne d'approvisionnement, donc pour engager, comprendre, réduire les émissions de carbone en amont d'une organisation. Et deuxièmement, l'autre contrepartie, c'est regarder l'offre de produits et de services que vend une organisation et voir quel genre de réductions peuvent être faits à travers cela. Donc, pour faire quelques exemples, donner quelques exemples, il y a des, sur la droite, pardon, avant de rentrer dans les détails, ce qu'on voit ici, c'est qu'à travers plusieurs différentes actions, il y a deux résultats ou deux genres de réductions qui peuvent être établis. Des réductions qui sont à base de plus d'efficacité et de performance dans la chaîne d'approvisionnement ou bien même dans les produits, ou bien quelque chose qui est beaucoup plus transformatif, comme on dit en anglais, un step change, donc une magnitude beaucoup plus grande d'impact positif qui peut être fait. Donc, dans ce qui est pour des changements et des améliorations d'efficacité, le genre de stratégie que peut prendre une organisation, c'est de regarder, par exemple, dans le design de leurs produits sur la droite, si c'est possible de réduire déjà, par exemple, la quantité des matériaux, de substituer des matériaux qui sont beaucoup moins intensifs en termes de carbone et d'énergie dans leur production ou bien dans la production dans la chaîne de valeur en amont. Ça, c'est une genre de stratégie. Aussi, sur la gauche, dans ce qui est pour la plus d'efficacité, c'est de travailler avec les suppliers pour optimiser, par exemple, la chaîne d'approvisionnement, faire un engagement avec les suppliers pour réduire leur consommation en énergie. Et donc, nous avons travaillé avec beaucoup d'entreprises qui ont des exemples de comment ils ont fait des programmes à grande échelle avec leurs suppliers pour que eux-mêmes, pour que leurs suppliers puissent réduire leur consommation en énergie. Et ça, c'est beaucoup de fois inclus dans la stratégie de développement des fournisseurs. Donc, les entreprises qui vraiment prennent ça à cœur introduisent dans leur système et leur politique d'engagement avec les fournisseurs des standards et des standards de performance et aussi introduisent ça dans les conversations que les buyers dans une entreprise ont avec les fournisseurs. Dans ce qui est pour des actions plus transformatives, il y a plusieurs choses que puisse se faire ici, donc en termes de technologie, mais aussi en termes de stratégie d'économie circulaire. Donc, l'économie circulaire est un thème très important et qu'on voit qui est appliqué par plusieurs compagnies et aussi au niveau national. Et donc, ça, c'est une grande opportunité pour redéfinir les modèles d'entreprise, les business models. Et ça peut avoir des effets très importants pour réduction d'émissions carbone, que ce soit dans le niveau de produit ou même dans le niveau de l'entreprise. Donc, si c'est possible de faire une boucle fermée ou boucle plus fermée, c'est une manière en termes des matériaux et d'utilisation des produits, c'est une manière très importante de pouvoir réduire les émissions de carbone au niveau de la chaîne de valeur. Donc, passons maintenant au quatrième cadre, donc celle d'innovation et de technologie. Je vais approfondir un petit peu plus sur le thème de l'économie circulaire. Donc, comme je viens de le dire, c'est un thème qui est de plus en plus important dans les entreprises. Et nous sommes en train de travailler avec plusieurs compagnies et aussi organismes internationaux pour définir des stratégies d'économie circulaire. Donc, ce que vous voyez ici, c'est dans ce diagramme,
ce sont 7 types de business model, donc de modèles d'affaires que peuvent implémenter les entreprises. Ça commence par des types de modèles d'affaires dans ce qui est dans le domaine de production. Donc, faire du circular sourcing, c'est-à-dire acheter des produits circulaires ou utilisant des matériaux recyclés ou recyclables. Le second thème, c'est celui de co-product recovery, donc c'est-à-dire durant la production, réutiliser et éliminer les déchets qui sont issus de la production même. Et puis finalement, dans ce thème de réduction, implémenter des stratégies de remanufacturing, donc remake, ou bien reconditioning, refurbishment, c'est-à-dire de reprendre le produit en fin de vie, le retourner dans le processus de production et donc éliminer d'un coup assez important le besoin d'utiliser des matériaux vierges. Et il faut dire que c'est très important de considérer ces stratégies dans le sein de la stratégie même commerciale d'une entreprise. Donc, quand nous voyons les compagnies qui mènent l'implémentation de ces modèles, ils regardent ça beaucoup plus du point de vue commercial que d'un point de vue simplement ou uniquement de sustainability. Donc ça, c'est un point très intéressant et très important. Pour continuer dans les étapes de ce diagramme, dans l'étape d'utilisation, il y a 2 modèles d'affaires très importants qu'utilisent les compagnies, donc celles qui se ciblent sur la performance des produits et des services, donc c'est-à-dire vendre la performance d'un produit sans devoir avoir à vendre même le produit même. Et ça c'est aussi inclus dans le modèle de Access, donc c'est-à-dire beaucoup de fois on voit de plus en plus des compagnies qui prennent l'initiative de vendre le produit comme un service, c'est-à-dire qu'ils retiennent le produit même et vendent l'accès au produit à leurs clients. On voit ça déjà dans le domaine de B2B, mais aussi dans B2C avec les consommateurs. Donc, des exemples très connus maintenant, c'est par exemple dans le transport, que ce soit les voitures, les bicyclettes, mais aussi on voit de plus en plus ce modèle être introduit par des compagnies qui produisent surtout des produits assez de grande performance et assez chers. Donc, ça permet aux clients d'avoir accès à un produit, un service, sans devoir payer un prix haut pour pouvoir acheter ce produit. Et finalement, la troisième étape, c'est celle de Resource Recovery. Et c'est les stratégies pour pouvoir retourner les produits à la fin de vie. Et ça, c'est un aspect très, très important pour pouvoir faire les incentives que les clients puissent retourner le produit pour que ça soit être réutilisé, que ce soit en boucle fermée avec des stratégies de recyclage ou bien, comme on a déjà dit auparavant, pour des stratégies de remanufacturing ou reconditioning. Donc ça, c'est des modèles d'affaires qui peuvent être utilisés en différentes combinaisons. Et nous travaillons actuellement avec plusieurs compagnies sur ce thème. Dans le sein de plusieurs projets, quelques projets sont financés par l'Union européenne. Et ça, c'est un exemple de plusieurs compagnies dans différents secteurs, donc par exemple Groupe SAB en France, mais aussi dans d'autres secteurs. Et le projet dans lequel nous travaillons, c'est premièrement comprendre les modèles d'affaires d'économie circulaire qui sont déjà implémentés dans ces organisations et développer et étendre ces modèles en plus approfondi dans ces organisations, mais aussi dans les chaînes de valeur dans les industries dans lesquelles ils travaillent. Bien sûr, en plus de stratégies commerciaux et de modèles d'affaires, il y a aussi l'introduction de technologies
Et nous voyons actuellement des implémentations très intéressantes par exemple, de blockchain, d'intelligence artificielle, machine learning, et il y a des organisations qui utilisent ces technologies pour approfondir leurs stratégies commerciaux. Un autre thème, c'est le Internet of Things, bien sûr, et il y a beaucoup de opportunités pour les organisations d'utiliser ça, par exemple, pour gérer leur chaîne de valeur, pour comprendre où sont leurs produits, comment ils performent, et aussi pour comprendre les émissions de carbone. Donc, nous travaillons avec des organisations dans 4 domaines. Ça va de l'analyse du modèle d'entreprise jusqu'à la conception de nouveaux modèles d'entreprise pour les compagnies et aussi la création de partenariats, parce que dans ce domaine de transformation, il est absolument nécessaire qu'une organisation coopère et beaucoup de fois fait presque du co-design avec non seulement leurs fournisseurs et les suppliers, mais avec leurs clients. Et ça génère des opportunités très importantes pour aussi du croissement, génération de revenus, mais d'une manière beaucoup plus sustainable. Je vais terminer avec une étude de cas. On a travaillé l'année passée avec Carlsberg et c'est un projet qui inclut plusieurs aspects que Juliana et moi on a couvert dans cette présentation. Carlsberg a créé une stratégie qui s'appelle Together Towards Zero. Donc ça c'est un exemple, une compagnie a créé presque un brand pour cette initiative qui inclut au sein de cette initiative l'aspect de TCFD, l'aspect de Science-Based Targets et aussi l'aspect d'économie circulaire. Et ils ont traduit ces stratégies dans un message qui peut être compris par les différents stakeholders et surtout compris par leurs clients et par les investisseurs. Donc, vous voyez en bas de l'écran le résultat d'un des premiers pas qu'on a fait avec la compagnie. Donc, c'est de comprendre d'où vient le carbone dans la chaîne de valeur. Donc, ces graphiques illustrent la chaîne de valeur et les émissions de carbone pour Carlsberg. Et on a parti de ça pour développer des stratégies, pour travailler avec Carlsberg, pour développer des stratégies de réduction. Donc, non seulement en amont, c'est-à-dire faire des engagements avec les fournisseurs dans l'industrie d'agriculture et de logistique, mais aussi en aval avec les compagnies qui produisent le packaging, les logistiques de distribution et aussi même les aspects, par exemple, de réfrigération de leurs produits. Et bien sûr, une stratégie pour réduire leurs propres émissions Scope 1 et 2. Donc, ça a été une initiative très compréhensive qui nous a aussi fait comprendre beaucoup des challenges qu'ont les compagnies pour introduire ce genre de stratégie. Mais ça a été un grand succès. Il a été launched l'année dernière. Et puis, vous pouvez bien sûr trouver plus d'informations sur cela dans le site de Carlsberg. Donc, ça, c'est un exemple d'une compagnie avec laquelle on travaillait. Nous avons travaillé, comme l'a dit Juliana, et comme je l'ai présenté au tout début, nous travaillons avec beaucoup de compagnies sur ce genre de stratégie. Et j'espère que nous puissions pouvoir vous donner des insights, enfin des informations de comment nous pouvons éventuellement travailler avec vous ou avec vos fournisseurs ou vos clients sur ces mêmes stratégies. Donc, nous allons maintenant ouvrir le webinaire à des questions. Donc, je vois une première question ici qui est: est-il possible de participer au SBTI dans une PME? Où faut-il commencer? Donc, oui, tout à fait. Il n'y a aucune raison pour laquelle une PME ne puisse pas implémenter la stratégie SBTI. Bien sûr, si vous êtes une PME, c'est très possible que vous soyez dans la chaîne d'approvisionnement d'une compagnie plus grande. Si cela est le cas,
vous serez peut-être même dans leur stratégie, mais en tant qu'entreprise, tout à fait, vous pouvez le faire. Là, ce qui sera très important, c'est d'implémenter une stratégie qui soit cost effective, donc c'est-à-dire bien utiliser les ressources pour développer ces stratégies, parce que ça peut être assez complexe, mais comme nous avons expliqué, il y a plusieurs manières de le faire qui peuvent aider à naviguer cette complexité et de pouvoir le faire à un coût raisonnable. Mais ce que nous voyons, c'est que participer dans le SBTI a beaucoup d'avantages en termes de communication aux clients. Si vous êtes un fournisseur et votre client est un client commercial, c'est un grand avantage pour pouvoir dire que vous êtes déjà en train de prendre des pas pour réduire vos émissions de carbone, mais aussi pour vos autres partenaires. C'est un signal très important. Et pour compléter en termes de par où faut-il commencer, l'entreprise, elle doit d'abord comprendre quelles sont les émissions dans le scope 1 et dans le scope 2. Donc, quelles sont les émissions liées aux opérations et les émissions liées à sa consommation énergétique et d'électricité. Et donc, une fois qu'elle a compris quelles sont ces émissions et aussi avoir une générale idée de ce qui est dans le scope 3 pour savoir si c'est significatif ou non. Mais une fois qu'on a compris ces différentes quantités d'émissions dans les scopes 1, 2, 3, c'est de décider d'une année sur laquelle on se base pour fixer les objectifs. Et ensuite de choisir la méthodologie suivant l'entreprise. Donc, si c'est possible, c'est de choisir la méthodologie qui est recommandée par l'ASBT, donc comme on avait dit sur le secteur par exemple. Si il n'y a pas vraiment de méthodologie recommandée, comme ça peut être le cas on a eu le cas d'une entreprise qui est dans le secteur de l'eau. Donc, il n'y a pas vraiment d'approche sectorielle. Dans ces cas-là, on peut se baser sur un calcul par rapport à la région de l'OCDE ou par rapport au pays, par exemple. Donc ça, c'est une question qui est similaire à celle qu'on vient de voir ici, que l'approche SDA ne s'applique pas à certaines industries, en particulier celle de l'industrie chimique. Donc en fait, je crois qu'il y a des méthodologies qui sont en train d'être développées pour plusieurs secteurs, je crois, dont l'industrie chimique. On est justement, le Carbon Trust et participe dans le groupe technique de développement de ces méthodologies. Donc, on pourrait éventuellement vous donner un petit peu plus d'informations après ce webinaire. Mais comme l'a dit Juliana, il y a des stratégies qui sont possibles d'être mises en place. Le SBTI, au fait, c'est implémenter les stratégies du SBTI, même s'il n'y a pas une méthodologie spécifique, c'est quelque chose qui est de très important. Il faut déjà commencer à comprendre pourquoi le faire. Donc, quelle est la motivation de faire cela, et les motivations peut-être pour réduire les risques en termes de responsabilité et de réputation, mais aussi peut-être en termes commerciaux. Donc, beaucoup de fois, vraiment, on essaie de regarder ça de l'aspect commercial, parce qu'on sait que d'investir dans ce genre de stratégie doit avoir un business case. Donc, dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie chimique ou dans d'autres industries, entamer un projet de SBTI est une opportunité pour vraiment comprendre et analyser les risques et les opportunités, même si ça n'aboutit pas à un target SBTI ou approuvé par la SBTI. Donc, il y a plusieurs méthodes. En termes de méthodologie spécifique, on peut vous donner plus d'informations après le webinaire.
mais il y a toujours une manière d'entamer ce genre de stratégie, même s'il n'y a pas de méthodologie spécifique actuelle. On a reçu une question qui est de comment faire le zero base. Donc, j'imagine c'est le baseline, je crois, pour mesurer l'évolution d'émissions d'impact. Donc le baseline, déjà, ça doit être commencer par définir une année en particulier. Oui. Quelles sont les émissions dans cette année, et puis comprendre comment l'évolution de ces émissions puisse se faire dans un scénario baseline, c'est-à-dire de croissance. Donc, il y a un processus de comprendre quel est le scénario baseline. Donc, quelle est la stratégie baseline de croissance ou le trajet baseline de croissance des émissions. Et puis, la réduction peut être faite en base de cela. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc, on se base sur une année représentative ou cible, et à partir de là, on calcule les réductions par exemple, sur un court terme, donc sur tous les 5 ans, par exemple, jusqu'à 2050 pour avoir une visibilité. Et donc, oui, en se basant sur cette année représentative. Et donc, oui, ça là aussi peut se compliquer un petit peu pour ce qui est des aspects de Scope 3, bien sûr, et faire le baseline de Scope 3 et les réductions de Scope 3. On a expliqué tout à l'heure qu'il y a plusieurs méthodologies de faire ça. Mais c'est là beaucoup de fois que ça introduit l'opportunité commerciale, surtout dans les deux aspects, en amont et en aval de l'organisation. Par exemple, on a travaillé avec des organisations où leurs produits génèrent les émissions carbone, ou au contraire aident à leurs clients à réduire les émissions carbone. Donc, s'il y a des améliorements dans le produit même qui peuvent, par exemple, améliorer l'efficience énergétique d'un produit, ou bien la performance du produit en réduisant la consommation énergétique d'un client en aval, ce sont des stratégies et des objectifs qui peuvent être développés et inclus dans une stratégie de SBTI, qui est conforme aussi à une stratégie commerciale de l'entreprise. Donc, une autre question, c'est comment une organisation peut réfléchir et développer des business models nouveaux quand celle-ci est déjà ancrée dans un business model traditionnel depuis plusieurs années. Donc, la plupart des organisations, sauf si c'est un start-up, on a déjà un business model. Donc, on a un processus assez défini pour ce genre d'analyse. Ça commence déjà à comprendre le business model actuel d'une compagnie. Beaucoup de fois, dans la compagnie même, il y a différents points de vue de cela. Mais notre point de départ, beaucoup de fois, c'est de commencer avec une partie de l'entreprise qui déjà a une vision de performance, de sustainability ou même de circular economy. Et cette vision, qui soit une vision partagée, avec aussi beaucoup de fois un point de vue commercial, c'est un bon point de départ pour pouvoir déjà générer un genre de buy-in de participants. Et on commence utilisant des outils. Par exemple, il y a un outil assez connu qui s'appelle le Business Model Canvas, le Value Proposition Canvas, pour développer une compréhension actuelle des éléments du business model, aussi du value proposition d'une compagnie. Et nous utilisons ça pour après commencer à générer plusieurs options de nouveaux business models ou de nouveaux value proposition, de nouveaux services qui peuvent être mis au service de clients ou de l'entreprise même. Donc, c'est un processus qui est itératif. Donc, ça peut se commencer avec un processus assez simple et assez vite pour comprendre quelles sont les opportunités, quels sont les challenges. Mais c'est nécessaire après cela de commencer à valider plusieurs assumptions, plusieurs idées avec le marché même.
Et donc, ça, c'est une opportunité de développer beaucoup de fois de nouveaux services, de nouveaux produits. Et c'est là vraiment où on commence avec un point de vue commercial en intégrant les aspects de sustainability et de carbone dans ce genre d'analyse, dans ce genre de projet. Donc, c'est quelque chose où l'organisation doit être assez près de prendre un point de vue innovant. Et beaucoup de fois, ce n'est pas simplement innovation technologique, mais vraiment innovation de processus, de business model. Donc, oui, nous avons fait plusieurs projets aussi avec des compagnies françaises dans ce domaine et nous savons qu'en France, l'économie circulaire est un thème très important et on serait très intéressé de comprendre si vous, vos entreprises sont en train de considérer ce genre de stratégie. Donc, une autre question. Comment faire pour être sûr que l'on a identifié tous les acteurs dans la chaîne de valeur, surtout dans le cas de Tier 2? Donc, dans l'aspect de Scope 3 et de mesurer les émissions de Scope 3, le plus facile, bien sûr, est de comprendre le Tier 1, donc les fournisseurs directs d'une compagnie. Pour commencer et développer une stratégie, c'est pas nécessaire de savoir au tout début quels sont les fournisseurs plus en aval, plus en amont de la compagnie. Mais quand une compagnie a déjà fait la première analyse pour comprendre les catégories les plus intensives de carbone ou bien les fournisseurs les plus intensifs en carbone, c'est là où ça peut donner peut-être un signal de comprendre mieux quels sont les fournisseurs plus en amont. Ça peut avoir des bénéfices non seulement pour étendre une initiative de réduction de carbone, mais aussi pour avoir plus de transparence dans ces chaînes de valeur. Donc, si vous êtes dans une industrie où comprendre les risques en amont est important, par exemple, surtout dans des industries qui ont des fournisseurs dans le secteur agriculture, il y a beaucoup de fois des risques au-delà de carbone, par exemple le risque d'eau, d'érosion de la terre, etc. C'est important de comprendre quels sont ces risques. Et là, ça donne une raison additionnelle de comprendre quels sont les fournisseurs en amont au Tier 1, au Tier 2 ou 3 ou plus en avant, ou plus en amont, même en amont. Mais la première étape, c'est vraiment de comprendre d'où vient la plupart des émissions carbone et d'utiliser ce genre d'informations pour savoir quelle stratégie, avec quel fournisseur commencer avec quel fournisseur travailler. Donc, je vois qu'on a d'autres questions, mais on est en train de dépasser le temps du webinaire. Donc, on va devoir finir la session maintenant. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter Aline qui pourra répondre à toutes les questions que vous avez. Merci Julien, et comme on l'a dit, on vous donnera les slides après ce webinaire. Donc les matériaux, les liens, etc. Vous pouvez tous les regarder à votre leisure, c'est-à-dire prendre votre temps de bien les regarder. Donc merci beaucoup pour votre participation et j'espère qu'on pourra continuer la discussion dans les prochains jours et semaines. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.